Stellenbosch, Afrique du Sud. 27 mai 2017, 3h23 du matin. Une jeune femme de 21 ans raccompagne un ami chez lui après une soirée. C'est un geste banal, ordinaire. Un acte de gentillesse qui devrait se terminer par un simple « bonne nuit » et un retour en sécurité. Mais cette nuit-là, tout bascule. En quelques secondes, 4 ombres surgissent de l'obscurité. Des armes improvisées, des menaces. Un cauchemar commence. Anna Cornelius ne rentrera jamais chez elle. Son corps sera retrouvé quelques heures plus tard dans un champ isolé, victime d'une violence inimaginable. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, car le crime qui a pris la vie d'Anna a continué à tuer, détruisant une famille entière, brisée par un chagrin si profond qu'il ne laisse aucune place à la guérison. Aujourd'hui, nous retraçons les dernières heures de Anna Cornelius et nous découvrons comment une nuit d'horreur a transformé une famille en survivants d'une tragédie sans fin. Anna Cornelius est née le 13 février 1996 au Cap, en Afrique du Sud, au sein d'une famille remarquable. Son père, William, est juge. Sa mère, Anna, avocate respectée. Ensemble, ils ont construit une vie stable, intellectuelle, guidée par les valeurs de justice et d'empathie. Anna grandit aux côtés de son frère cadet, un enfant autiste qu'elle chérit profondément et protège avec une tendresse infinie. Dès son plus jeune âge, Anna se distingue par sa sensibilité et son altruisme. Elle n'est pas seulement une élève brillante, elle est engagée. Elle consacre son temps libre à une ONG de protection animale, travaillant sans relâche pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. Ses amis la décrivent comme lumineuse, généreuse, toujours prête à aider, toujours souriante. En 2017, Anna étudie les langues, la littérature et la philosophie à l'université de Stellenbosch, une institution prestigieuse nichée dans les vignobles sud-africains. Elle rêve de partir étudier en France, d'explorer le monde, d'apprendre, de grandir. Son avenir semble tracé, brillant, prometteur, rempli de possibilités infinies. Le 27 mai 2017 commence comme n'importe quelle autre journée. Anna passe la soirée avec des amis. Vers 3 heures du matin, elle propose de raccompagner Cheslin Marsh, un camarade, chez lui. C'est un trajet court, à peine quelques minutes en voiture. Elle ne sait pas encore que ce simple geste de gentillesse sera le dernier acte normal de sa vie. À 3h23, alors qu'elle s'arrête près de la maison de Cheslin, 4 hommes surgissent de l'obscurité. Inverno Swartbooi, 33 ans. Nashville Julius, 29 ans. Ebanis Van Niekerk, 28 ans. Geraldo Parsons, 27 ans. Ils sont armés de couteaux et de tournevis. Leurs intentions sont claires. Voler, terroriser, détruire. Anna et Cheslin n'ont aucune chance. En quelques secondes, les assaillants prennent le contrôle de la voiture. Julius s'empare immédiatement des objets de valeur, téléphone, portefeuille, sac, puis disparaît dans la nuit avec son butin. Les 3 autres, Swartbooi, Van Niekerk et Parsons, décident de garder Anna et Cheslin. Le cauchemar commence. Cheslin est jetée dans le coffre de la voiture. Anna reste à l'avant, paralysée par la peur, prisonnière de 3 hommes sans pitié. Ils roulent à travers Stellenbosch, cherchant un distributeur automatique. Ils forcent Cheslin à leur donner son code de carte bancaire. Mais Cheslin, désespéré, donne volontairement un mauvais code. C'est un acte de résistance minuscule, mais courageux. Les criminels sont furieux. Ils décident de se débarrasser de lui. Vers 5 ou 6 heures du matin, ils arrivent dans le quartier de Kraaifontein, une zone désolée à la périphérie de la ville. Ils sortent Cheslin du coffre. Et là, sous le ciel encore sombre, ils le frappent avec des briques. Encore et encore, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ils le laissent pour mort. Mais Cheslin survit. Quelques heures plus tard, brisé, ensanglanté, il parvient à ramper vers une route et à trouver de l'aide. Son témoignage sera crucial. Mais pour Anna, il est déjà trop tard. Pendant que Cheslin lutte pour sa vie, Anna est emmenée ailleurs, vers un endroit isolé, près d'un terrain de paintball désaffecté. Et là, les 3 hommes commettent l'impensable. Anna est seule. 3 hommes l'entourent. Il n'y a personne pour l'entendre crier, personne pour l'aider, personne pour la sauver. Pendant 1h30, elle subit des violences sexuelles atroces. Nous ne détaillerons pas ces actes. Certaines horreurs ne méritent pas d'être racontées, mais il est important de comprendre l'ampleur de la souffrance qu'elle a endurée. Anna sait ce qui l'attend.
Elle sait qu'ils ne la laisseront pas partir. Elle sait qu'elle va mourir. On ne peut qu'imaginer la terreur qui l'envahit, la douleur, le désespoir absolu. Mais Anna ne se rend pas facilement. Elle lutte. Elle résiste. Elle veut vivre. Vers 7h40, les 3 hommes décident qu'il est temps de terminer. Ils la conduisent dans une zone rurale isolée, près d'un vignoble et d'un petit ruisseau. C'est un endroit paisible, magnifique même, entouré de nature, un endroit qui devrait inspirer la sérénité. Mais ce matin-là, il devient le théâtre d'une violence insoutenable. Swartboy sort un couteau. Il s'approche de Anna, et d'un geste rapide, brutal, il lui tranche la gorge. Le coup est profond, mortel. Anna s'effondre, le sang coulant de sa blessure. Mais ce n'est pas suffisant pour eux. Ils veulent s'assurer qu'elle ne survivra pas. Parson saisit une pierre, une énorme pierre de 36 kg. Il la soulève au-dessus de sa tête, et il la laisse tomber sur le crâne de Anna. 1 fois, 2 fois, le crâne se fracture, le cerveau est écrasé. Anna Cornelius, 21 ans, étudiante brillante, fille aimante, sœur protectrice, est morte. Les 3 hommes abandonnent son corps dans le champ et repartent avec la voiture. Ils ne montrent aucun remords, aucune humanité. Pour eux, Anna n'était qu'un objet, une victime parmi d'autres, et ils ne comptent pas s'arrêter là. Avec la voiture de Anna, ils continuent leur virée criminelle à travers la ville. Ils volent les affaires d'une autre femme, puis ils kidnappent une 3e victime, une femme qu'ils forcent à retirer de l'argent à un distributeur automatique. Heureusement, cette femme survit. Elle est relâchée quelques heures plus tard, traumatisée mais vivante. Van Niekerk commence à paniquer. Il réalise que les choses sont allées trop loin. Il se sépare du groupe et fuit. Mais il est déjà trop tard. La police est déjà sur leurs traces. Pendant ce temps, dans le champ près du vignoble, 2 travailleurs agricoles découvrent le corps de Anna. Ils appellent immédiatement la police. L'horreur de la scène est indescriptible. Le corps est recouvert de sang. Le visage est méconnaissable. L'autopsie confirmera plus tard viol, égorgement, traumatisme crânien massif. Une mort atroce. À 14h10, moins de 12 heures après le début du cauchemar, la police localise Parsons et Swartboy. Des agents en civil les repèrent dans une rue de Stellenbosch, toujours au volant de la voiture de Anna. Une poursuite s'engage. Les 2 hommes tentent de fuir, mais ils sont rapidement arrêtés. Julius et Van Niekerk sont capturés peu de temps après. Le procès commence en novembre 2018, 18 mois après le meurtre. L'Afrique du Sud entière retient son souffle. L'affaire Anna Cornelius est devenue un symbole de la violence endémique qui ravage le pays. Un symbole de l'insécurité qui terrorise les familles. Un symbole de l'injustice qui brise les vies. Dans la salle d'audience, William et Anna Cornelius s'assoient au premier rang. Leur visage est marqué par la douleur. Leurs yeux sont vides. Ils attendent la justice. Mais ils savent déjà qu'aucune sentence ne leur rendra leur fille. Aucune condamnation ne guérira leur cœur brisé. Les 4 accusés sont présents. Swartboy, Van Niekerk, Parsons et Julius. Mais leur comportement choque tout le monde. Ils ne montrent aucun remords, aucune empathie, aucune humanité. Au contraire, ils rient, ils font des gestes obscènes, ils se moquent des témoignages, ils traitent le procès comme une blague. Quand les parents de Anna témoignent, racontant la jeune femme qu'était leur fille, les accusés sourient. Quand les preuves médico-légales sont présentées, détaillant les horreurs qu'Anna a subies, ils ricanent. C'est une cruauté supplémentaire, un coup de poignard dans le cœur d'une famille déjà détruite. Les preuves sont accablantes. L'ADN des accusés est retrouvé sur le corps de Anna. Leurs empreintes digitales sont partout dans la voiture. Le témoignage de Cheslin est clair et précis. Les caméras de surveillance ont enregistré leurs déplacements. Il n'y a aucun doute possible. Ils sont coupables. Le juge rend son verdict. Swartboy, Van Niekerk et Parsons sont reconnus coupables de multiples chefs d'accusation. Enlèvement, vol, viol, meurtre. Chacun est condamné à 2 peines de prison à perpétuité. Ils ne sortiront jamais. Julius, qui a quitté les lieux avant le viol et le meurtre, est condamné à 22 ans de prison pour enlèvement et vol. La salle d'audience explose en applaudissements. Les familles des victimes pleurent de soulagement. La justice a été rendue. Mais pour William et Anna Cornelius, ce verdict ne change rien. Anna est toujours morte, et leur vie est toujours brisée. À l'extérieur du tribunal, William s'exprime face aux caméras. Sa voix est calme, mais chargée d'une tristesse insondable. La famille que nous étions est morte avec Anna, dit-il. Nous ne sommes plus que des survivants, des ruines d'une vie qui était autrefois heureuse. Anna reste silencieuse à ses côtés, mais dans ses yeux,
on peut lire une douleur sans nom, une douleur qui ne disparaîtra jamais, une douleur qui bientôt deviendra insupportable. Car l'histoire de la famille Cornelius ne s'arrête pas là. Le crime qui a tué Anna continue à détruire, et quelques mois plus tard, il fera une nouvelle victime. Après le procès, Anna Cornelius prend une décision radicale. Elle quitte son cabinet d'avocat, une carrière brillante construite sur des années de travail acharné. Elle ne peut plus continuer. Elle ne peut plus prétendre que la vie suit son cours normal. Elle décide de consacrer sa vie à honorer la mémoire de sa fille. Avec William, elle crée la fondation Anna Cornelius. L'objectif ? Aider les communautés défavorisées, offrir des opportunités aux jeunes qui, comme les meurtriers de Anna, grandissent dans la pauvreté et la violence. Anna croit que la seule façon de donner un sens à la mort de Anna est de prévenir que d'autres vies soient perdues, que d'autres familles soient brisées. La fondation devient rapidement active. Des programmes éducatifs, des bourses d'études, des ateliers de prévention de la violence. Anna se jette dans ce travail avec une énergie désespérée. C'est sa bouée de sauvetage. Son seul moyen de survivre au chagrin qui la consume de l'intérieur. Mais le chagrin est trop lourd, trop profond, trop écrasant. Malgré tous ses efforts, Anna ne parvient pas à échapper à la douleur. Elle sourit en public. Elle parle avec passion de la fondation. Mais en privé, elle se noie. En mars 2018, quelques mois seulement après le procès, Anna Cornelius disparaît. William la cherche partout. Les heures passent. L'angoisse monte. Et puis, la nouvelle tombe. Le corps d'Anna a été retrouvé dans la mer, noyé. La cause officielle est un accident par noyade. Mais tout le monde sait la vérité. Anna s'est suicidée. Elle n'a pas pu continuer. La perte de Anna était trop grande. La douleur était trop intense. Elle a choisi de rejoindre sa fille. William Cornelius est maintenant seul. Sa femme est morte. Sa fille est morte. Il lui reste son fils cadet, un jeune garçon autiste qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Le garçon demande encore quand Anna reviendra. Il attend à la porte. Il laisse sa chambre intacte. Il ne comprend pas que sa sœur ne rentrera jamais. William, lui, comprend. Il comprend trop bien. Et cette compréhension le brise. En tant que juge, il a consacré sa vie à la justice, à l'impartialité, à la loi. Mais après la mort de Anna, il ne peut plus. Il ne peut plus siéger dans un tribunal et prétendre être objectif. Il ne peut plus regarder un accusé sans voir les visages de Swartbooi, Van Niekerk et Parsons. Il prend sa retraite. Il quitte la magistrature. Il abandonne la carrière qui définissait son identité. Parce qu'il n'est plus le même homme. Il est un père brisé, un mari endeuillé, un survivant d'une tragédie qui continue à le dévorer vivant. Aujourd'hui, William vit dans l'ombre de ce qu'était sa vie. La fondation Anna Cornelius continue son travail. Mais pour William, rien n'a de sens. Il se lève chaque matin dans une maison vide, hanté par les souvenirs d'une fille qui ne reviendra jamais et d'une femme qui n'a pas pu supporter de vivre sans elle. « Nous sommes morts avec Anna », a-t-il dit un jour. « Nous ne sommes que des survivants des ruines. » Ces mots résonnent encore, parce qu'ils sont vrais. La famille Cornelius est morte cette nuit de mai 2017. Tout ce qui reste, ce sont des fantômes. L'histoire de Anna Cornelius est bien plus qu'un crime horrible. C'est une tragédie qui continue à se dérouler, longtemps après que les coupables ont été enfermés. C'est l'histoire d'une famille détruite, d'un père qui a perdu sa raison de vivre, d'une mère qui n'a pas pu supporter le chagrin, et d'un frère qui attend encore le retour d'une sœur qui ne reviendra jamais. Les meurtriers de Anna croupissent en prison, condamnés à passer le reste de leur vie derrière les barreaux. Mais cette justice n'apporte aucune paix. Elle ne ramène pas Anna. Elle ne ressuscite pas Anna. Elle ne répare pas le cœur brisé de William. La justice a été rendue, mais la souffrance persiste. Aujourd'hui, la fondation Anna Cornelius continue son travail, tentant de briser le cycle de violence qui a coûté la vie à Anna. Mais la question demeure. Combien d'autres familles devront être détruites avant que quelque chose change vraiment? Combien d'autres jeunes femmes devront mourir avant que la société prenne conscience de l'urgence? Si cette histoire vous a touché, partagez-la, parlez-en, car le silence est complice. Et Anna mérite d'être rappelée, non pas comme une victime, mais comme une lumière qui a été éteinte bien trop tôt. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et ensemble, refusons d'oublier.